Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S812 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 juin 2024. Nous sommes toujours avec le photographe Greg Lecoeur et Léo Lachaud de la boutique spécialisée Photo d'Enfer pour cette grande émission consacrée à la photo sous-marine. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi Léo. Est-ce que la photo sous-marine nécessite forcément de pratiquer la plongée ? Non, pas forcément. On a aussi des produits qui permettent de faire des photos en palmas tuba. On n'est pas obligé d'aller à 100 mètres pour faire de belles photos, étant donné que la meilleure lumière va être à la surface. En fait, on a aussi des photographes de piscine. Donc là, pareil, pas besoin de niveau particulier en tout cas. Et puisqu'on parle de lumière, Greg, comment toi tu gères la lumière sous l'eau ? Alors, la lumière en photo sous-marine, moi j'aime bien utiliser un mixte entre la lumière naturelle et la lumière artificielle. Quand on va sous l'eau, on sait que la difficulté de la photographie sous-marine, c'est cette perte de lumière. Alors après, on peut la prendre à notre avantage et jouer justement avec les rayons du soleil, cette luminosité qui est un peu spéciale. Mais ça vaut plus pour les images d'ambiance. Après, quand on fait de la photographie animalière sous l'eau, en général, on utilise de la lumière artificielle avec des flashs. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est ce mix entre lumière naturelle et lumière artificielle. Greg, je reste avec toi. Quel type d'espèce marine il est relativement facile d'approcher et photographier pour débuter ? Je dirais les nudibranches. Ce qui bouge pas beaucoup. Il faut redire ce que c'est. Léo, à l'aide. Ah oui, d'accord. Les nudibranches, Léo, c'est... Alors non. Ouais, non. Alors il y a plein d'espèces. Hein, alors comme les nudibranches, ce sont ces petites limaces très colorées, qui ont de multiples formes. En général, elles se promènent sur le substrat, sur le fond. Voilà, donc ça bouge pas énormément. Le plus dur, c'est de les trouver, mais après, une fois qu'on les a trouvés, on peut s'entraîner à les photographier. Alors, en général, en faisant de la macrographie. Après, il y a plein d'espèces qu'on peut croiser en mer ou en rivière. Je dirais qu'il n'y a pas forcément une espèce particulière qui est plus facile que l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit. Pour mon cas, moi, et je vais redire ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans la photographie sous-marine, c'est que dès qu'on met un pied sous l'eau, on va trouver la vie. Et est-ce que tu aurais quelques conseils de spots sur les côtes françaises pour commencer à pratiquer en apnée ou snorkeling ? Écoute, la Méditerranée, contrairement à ce qu'on dit, c'est une mer vivante. Hein. Il y a beaucoup de choses, il y a une énorme biodiversité en Méditerranée. Après, il y a des endroits qui sont beaucoup plus foisonnants de vie, et j'ai en tête notamment toutes les aires marines protégées qui marchent bien, et là on va vraiment trouver beaucoup de vie. J'ai en tête par exemple quand tu vas plonger du côté de Port-Cros, c'est un des rares endroits où tu vas pouvoir voir autant de diversité, et notamment un spot qui s'appelle la Gabinière, où tu as tous ces mérous, tu as des corps, tu as plein d'espèces protégées qui prospèrent tranquillement. Léo, si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui a un hybride, qui veut s'acheter son premier caisson, ce serait lesquels ? Venir nous voir pour poser les bonnes questions et bien cibler les besoins, honnêtement. Mais ça serait de pas forcément être effrayé par les prix, étant donné qu'il y a plusieurs gammes de prix. Et que ça dépend vraiment des besoins de tout le monde, mais c'est penser au bon objectif, parce que mettre un 70-200 dans l'eau, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Mais ça serait le choix de l'objectif, choisir le bon boîtier aussi, si on n'en a pas déjà, si on se lance totalement. Mettre des boîtiers très peu lumineux, c'est pas forcément et pas toujours intéressant. Mais c'est vraiment regarder en fonction de nos besoins, parce que parfois, quand on a un appareil photo déjà terrestre, je sais pas si on a un gros Sony Alpha One,
et qu'on veut faire quelques photos de souvenirs, de vacances ou autres, on n'est peut-être pas obligé d'acheter tout le caisson. On peut peut-être regarder pour acheter un petit appareil photo avec un caisson à côté, quoi. Et tu fais de la location au besoin pour essayer ou partir sur une saison avec du matériel? Ouais, bien sûr, on fait de la location aussi beaucoup pour les pros, pour certains shootings, pour des clips, pour certains reportages, parfois des journalistes aussi, qui ont besoin pour un court temps et pour, on va dire, un usage unique. Mais on fait aussi de l'essai de matériel. Ça sera plus sur la gamme d'entrée de gamme, mais c'est sur quelques produits, on fait aussi du test de matériel. Mais la location, c'est beaucoup pour les boîtes de production, pour, ouais, comme je disais, pour les clips, pour des besoins pro en tout cas. Ok. Greg, quel type d'objectif tu conseilles d'utiliser sous l'eau? Écoute, en sous-marin, la meilleure option, c'est de trouver des objectifs polyvalents, surtout quand tu travailles au réflexe ou avec des hybrides. Voilà, moi je suis un adepte, comme je te dis, du fisheye. Je pense que une des clés de la photo sous-marine, c'est d'être au plus près du sujet. Donc des objectifs pour l'ambiance, je dirais des objectifs grand angle avec un minimum de mise au point. Après, ça demande un autre travail d'approcher au mieux les animaux. Et c'est ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est que je pense que pour réussir vraiment de belles images, il faut aussi avoir des bonnes connaissances de la faune, de la flore, des écosystèmes, pour essayer un petit peu d'anticiper, de bien se placer pour réaliser l'image espérée. Et pour terminer, Léo, est-ce qu'il existe des appareils photo qui sont nativement étanches? Alors oui, il en existe, mais on est très rapidement limité en termes de profondeur. Donc vous voyez le TG7 de chez OM System, on est limité à 15 mètres par exemple. Mais c'est un appareil photo, outre le fait qu'il soit étanche de base, c'est un appareil photo qui est pensé pour les plongeurs. Donc en termes de réglage et d'algorithme à l'intérieur, la correction des couleurs par exemple sera directement pensée par un plongeur. Enfin, la correction sera directement faite pour les plongeurs. On a notamment un mode poisson pour permettre de récupérer du rouge sous l'eau. Un mode poisson. Ok, merci à tous les deux pour toutes ces explications.